Mais putain, mais qui a mis cette merde dans ma soupe sans déconner? Bon, mais voyageurs, tu sais ce qu'il nous reste à faire, hein. Du coup, bienvenue voyageurs. Et oui, je ne te l'ai pas dit encore. Et aujourd'hui, on va parler du film In the Soup d'Alexander Rockwell qui est sorti en 1992. Et j'ai envie de te lire le synopsis officiel de ce film parce que c'est très très concis. En gros, c'est un mec qui a écrit un scénario, qui le vend à un truand qui va l'entraîner dans une série de mésaventures. Voilà le synopsis officiel. Ça me fait véritablement penser au Loup de Wall Street, vends-moi un stylo en 10 secondes, où en fait c'est quelque chose où tu peux pas développer de ton sujet, tu peux pas donner quelque chose de ton sujet quand tu te fais miroiter ce genre de choses-là. Et donc c'est très concis et c'est pas très intéressant. Et je suis en train de me rendre compte que ce que je suis en train de critiquer, je suis en train de le faire. Donc pour aller un peu plus loin et donc être moins concis, ouais, j'y arrive, eh bien, on va suivre la vie d'un galérien à New York, hein, donc interprété par Steve Buscemi, on le voit ici actuellement. Et ce type, il se rend petit à petit compte qu'il va pas réussir à réaliser son rêve. Et oui, réaliser c'est le bon mot, puisque son rêve c'est de réaliser un film. Et il se rend compte qu'il n'y arrivera jamais, même s'il a le scénario qui semble être le meilleur scénario du monde, il n'y arrivera pas. Et pourtant, il va se raccrocher à son rêve grâce au personnage de Joe. Joe, que vous allez voir juste là, qui est le fameux truand, qui va lui donner en fait à moudre et qui va lui faire croire que c'est possible, faire croire qu'il va pouvoir réaliser son rêve. C'est encore une fois une déconstruction du fameux American Dreams of Life, hein, of course. Et comme disait le fameux Barney Stinson, le jeu commence. j'ai jamais dit ça, Barney? I accept that challenge. Ah oui, ça c'est mieux. Ah, ce bon vieux Barney, il me manque, hein. Et puis, je me rappelle de la saison 9 et je me dis, laissez-moi tranquille, tuez-moi, et il est mort et c'est tant mieux. Bref, on va parler un peu d'Alexandre Rockwell, le réalisateur du film, et à vrai dire, eh bien, pour moi, c'est un parfait inconnu. J'avais vu son fragment dans Groom Service, hein, qui me semble pas vraiment le plus inspirant en plus dans ce groupement de films où il y a d'ailleurs Monsieur Quentin Tarantino qui en fait un qui est lui vraiment vraiment bien, mais tout le reste, je ne connaissais même pas l'existence des projets. Donc j'arrive sur le long métrage en étant vraiment vierge de tout ressenti négatif ou positif par rapport au monsieur. Alors après, j'ai lu qu'il était le petit-fils d'une figure ultra importante du dessin animé Alexandre Alexeyev, mais pour être très honnête, je ne connaissais pas l'existence de cette personne, et que non, il n'a aucun lien de parenté avec Sam Rockwell, et ça me rend un petit peu triste. Bref, c'est quand même quelqu'un qui a certes une amitié avec Tarantino, qui a certes des relations un petit peu dans le cinéma, mais qui se rapproche un peu plus du no-name. Bon, je vous dis que c'est un no-name, mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Parce qu'on voit le casting qu'il a réussi à avoir pour ce film, moi je trouve ça assez incroyable. Déjà Steve Buscemi qui a commencé avec Reservoir Dogs, qu'on a pu voir balancer quelques punchlines aussi dans Boardwalk Empire, mais qui est surtout un des acteurs fétiches des frères Cohen, que ce soit dans The Big Lebowski ou dans Fargo. C'est un personnage qui est toujours incroyable, un acteur qui arrive à sublimer des rôles. Moi je vous avoue, quand je vois Steve Buscemi, ça... Il y a aussi Jennifer Beals dans ce film. Jennifer Beals qui était la compagne de Alexandra Rockwell, donc on peut comprendre un petit peu quelle y soit, mais c'est une actrice qui a aussi un CV aussi long que mon bras, voire beaucoup plus long, hein, et qui est sublime dans le livre d'Alice, qui a tourné un peu plus récemment, qui est assez intéressant. Vous allez avoir aussi Stanley Tucci que vous avez forcément vu dans Hunger Games. Oui, hein, il y est bien entendu. Et dans plein d'autres films, on l'a vu assez récemment, c'est quelqu'un qui a percé un peu sur le tard, mais qui est très bien aussi en tant qu'acteur. Et puis, Seymour Cassel. Seymour Cassel, c'est notre petit truand, notre petit Joe. Et Seymour Cassel, c'est un immense acteur, il a fait énormément de choses. Alors, c'est plus des films un peu plus anciens. Et pour moi, dans mon petit cœur de cinéphile, dans mon petit cœur de femme de Wes Anderson, c'est le papa dans la famille Tenenbaum. Et merci d'exister, Seymour. Donc on a un réalisateur certes un peu novice qui a fait quelques petites choses avant mais qui connaît pas grand chose, mais qui a l'air d'avoir des relations assez importantes pour avoir réuni un casting comme ça, parce que les mecs dont je vous ai parlé, hein, la plupart ils étaient connus avant, hein. Ils avaient fait des belles choses avant, Seymour Cassel par exemple, c'est assez incroyable, bref. Et pourtant, ce film est un film qui est plutôt inconnu du plus grand public et encore même des cinéphiles. Pour vous donner une idée, actuellement pour voir ce film, il y a 3 possibilités. La VHS, un DVD, mais alors la version est cata, et
la location chez Univers Ciné. Moi, j'ai effectué la troisième chose. En France, il n'y a que Univers Ciné qui nous le propose et je les remercie. Mais la qualité est malheureusement pas au rendez-vous. Pas au rendez-vous parce que, pas de leur fait à eux, hein, je ne l'en vois pas du tout, mais du fait que malheureusement, eh ben, oui, ce film a un format VHS et la copie qui reste a un format VHS. Donc un format VHS, c'est des écrans beaucoup plus petits et puis c'est une qualité sur le noir et blanc, sur tout ça, qui rend la chose beaucoup moins intéressante et c'est vraiment dommage. Et il faut pas me dire que c'est un film trop vieux et que c'est normal. Non, 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 c'est pas un film des années 30. On est en 92. 92, on a ça. Dracula de Coppola, en cassette. C'est bien putain, ça, c'est bien. Ah ouais. Belles images, belle musique, Kino Panorama. Non, puis sans déconner, t'as aussi Westworld qui est sorti cette année-là, ou des super copies actuellement, puis même sur du noir et blanc, t'as C'est arrivé de près de chez vous, et d'ailleurs qui est magnifique encore une fois. Là, c'est pas le cas. Et pourtant, il a été dans des grands festivals comme Sundance, Deauville, hein, et pourtant c'est un oublié. Et moi, ça me fait frétiller un petit peu mon cœur de... Eh oui, mon cœur de cinéphile, parce que c'est toujours triste, je trouve, de voir un film qui a été important à une époque, qui réunit un beau casting, qui n'est pas inintéressant, se faire complètement oublier, qui n'est pas le droit à cette part un petit peu mais de postérité. Et on va essayer de corriger ça, on va essayer de corriger cette énigme, s'il vous plaît. Alors encore une fois, je ne blâme vraiment personne, hein, mais c'est vrai que c'est difficile à voir. C'est difficile à voir déjà par le type de format, on n'est plus du tout habitué à ça, et puis le noir et blanc, il apprend un coup, hein. La finesse de celui-ci, tout est beaucoup plus plat, et je pense qu'il y a eu un vrai travail là-dessus. J'en suis même presque persuadé, parce qu'à certains moments, on le voit. On voit que ça a été utilisé de la bonne manière, mais... Ouais, là c'est moche, hein. C'est sacrément moche à beaucoup d'aspects en fait, moche dans l'aspect où c'est difficilement perceptible de voir ce qu'il a voulu faire et ça en devient très frustrant et franchement moi j'ai pas envie d'être frustré et voilà, ça me frustre, ce film me frustre parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux que ce que j'ai pu voir et l'aspect visuel en est malheureusement un grand aspect de cette frustration. Et c'est dommage hein, car on sent encore une fois un vrai travail graphique et à certains moments c'est vraiment magnifique mais à d'autres moments on se dit la pellicule... Les affres des années, malheureusement, ça fait mal. Le film va nous parsemer de quelques références, et pas des moindres, hein. Tout d'abord Nietzsche, hein, c'est l'introduction du film, et les premières paroles, on nous parle de Nietzsche, et à chaque fois, elle va être un peu déconstruite. Déconstruite dans un sens que moi, je trouve plutôt péjoratif, hein, c'est-à-dire que, oui, il fait un décalage avec ses références, mais ça les rend pas forcément très intéressantes. C'est mon avis, après, certaines personnes vont pouvoir peut-être apprécier cela. Pour Nietzsche, eh bien, on passe avec les voix off sur un certain travail sur l'introspection, mais qui pourrait plus se rapprocher du travail que vous allez avoir en psychologie de comptoir au PMU du coin qu'un vrai travail de théologie autour de cela. La deuxième chose, c'est ce style un petit peu semi-réaliste et semi-fantasmé à la Coffee and Cigarette, ce truc un petit peu simple. Je ne sais pas comment Jim Jarmusch arrive à créer ça, mais cet univers un peu haut en couleur et en même temps vraiment ancré dans la réalité, ça essaye de le faire, mais jamais avec la même maestria. Je veux dire, Coffee and Cigarette, c'est un excellent film. Là, c'est moins le cas. Et la dernière, pendant tout le film, vous allez voir cette affiche qui va apparaître plusieurs fois, une affiche de Stalker, un film assez incroyable, assez important. Et encore une fois, et là on va sentir à certains moments l'utilisation du noir et blanc, l'utilisation de plein de choses différentes pour montrer cet aspect de Stalker, mais toujours avec beaucoup moins d'intérêt. Puis on pourrait même penser que Adolfo, le personnage de Steve Buscemi, pourrait être un peu cet artiste torturé, comme l'était un petit peu Monsieur Tarkovsky, hein. D'ailleurs, je vous conseille le livre Le Temps scellé, qui est certes pas si simple à lire, mais qui est vraiment fondamentalement intéressant sur le personnage. Mais encore une fois, c'est un film qui a de l'humour, et dans cet humour-là, on retrouve pas forcément ça. Et en parlant d'humour, c'est un film qui a un humour qui ne marche pas. Alors je comprends, hein, super subjectif l'humour. Regardez, moi mes blagues sont pas forcément très drôles, elles ne vous font pas forcément rire. J'espère qu'elles vous font un peu rire quand même. Mais bon, bref. Là, on est face à quelqu'un qui nous donne de l'humour, mais qui moi ne marche absolument pas sur moi. Alors c'est pas désagréable, hein, mais je trouve ça des fois un peu gênant. Et c'est dommage, hein, donc pour une film qui est quand même sur de la comédie, on n'arrive pas toujours à avoir cet aspect comique. Bon, heureusement, il n'y a quand même pas tout à jeter dans ce film, hein, et heureusement, je vous le dis, ce film n'est pas une merde, parce que là, on a vraiment l'impression que ce film est complètement raté, et que c'est fini, que vous pouvez passer à autre chose. Non, et c'est vraiment grâce à deux choses que le film a réussi à être sauvé. Pour moi, c'est un auteur qui aime passionnément ses personnages, et ça donne vraiment beaucoup à manger à ses acteurs, et ces acteurs qui sont des interprètes incroyables, et donc qui font des
performance vraiment intéressante, non manichéenne et creusée. Oui, l'auteur creuse en profondeur ses personnages et ça en devient passionnant. Je pense à certaines scènes, par exemple à des scènes assez bêtes, en plan fixe avec très peu de mise en scène, où les deux personnages principaux vont danser ensemble. C'est très bête, mais ça développe les psychologies des deux personnages et ça montre que les acteurs sont juste incroyables. Et dans ces moments, c'est la deuxième chose, il creuse et il va nous faire découvrir vraiment un véritable duo, Adolfo et Joe. Et c'est la plus grande force du film, leur relation en mode montagne russe, qui paraît tant impossible entre l'artiste sérieux et le mafieux joueur et les interactions humaines qu'ils ont, ce qu'ils vont réussir à se donner l'un à l'autre, c'est ultra intéressant. Et ça donne les véritables lettres de noblesse à ce film. Et sincèrement, qu'est-ce que c'est plaisant de voir une amitié impossible, une espèce de bromance naître et se développer devant nos yeux. Le film n'est pas parfait, mais il nous montre l'une des plus belles bromances qu'il m'ait été donné de voir. Pour conclure sur mon avis par rapport au film, ce n'est pas un film qui est parfait, mais par contre, il donne tellement de choses à eux, à ces deux-là, que ça en devient intéressant. Et en plus de ça, on a quelques moments de mise en scène. Je pense à cette fausse neige avec des bouts de polochon que vous verrez dans le film, qui est juste somptueuse. Donc c'est un film qui est imparfait, mais qui par sa sincérité et par son duo d'acteurs vous amène à des cieux rarement exploré dans le cinéma. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans In the Soup et c'est pour ça que je vous en parle. C'est un oublié qui ne mérite pas d'être oublié parce qu'il est ultra intéressant. Le film est à l'image du personnage de Joe et d'Adolfo, complètement fauché, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. On sent que c'est un film qui va en donner beaucoup, mais il en donne tellement qu'il nous raconte au final pas grand-chose. Et on se retrouve devant une balade certes intéressante, mais qui serait un naufrage complet sans la performance incroyable de Steve Buscemi et de Seymour Cassel. Donc c'est très sympathique, mais ce n'est pas la bobine ultime, il va falloir encore qu'on cherche. Puis sincèrement, non, faire un film où on voit Jim Jarmusch qui réalise des émissions de télévision La Vérité Nue, où les gens parlent de leur vérité en étant nus. Non, ça peut pas être la bobine ultime. Donc on va chercher, on se retrouve la semaine prochaine, et surtout voyageurs, n'oubliez pas.